Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les défis politiques de la République démocratique du Congo, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la mise en place du fichier électoral. Au programme également de cette émission, le dialogue national se poursuit au Gabon. Il s'agit de la phase citoyenne qui précède la phase politique. Et le président nigérien Mahamadou Issoufou l'a assuré, il ne briguera pas de troisième mandat. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Candide Okeke, vous êtes directrice de cabinet du président national de l'APARECO. Bienvenue. Bonjour à vous. Et avec nous également Caroline Maïzo, vous êtes analyste politique. Bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir Fanny. Et notre éditorialiste Malik Achar. Bienvenue Malik. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite l'actualité du jour. Au Gabon, l'heure est au dialogue national. Les travaux de la phase citoyenne ont débuté le 29 mars et doivent s'achever ce 6 avril avant la phase politique. Et déjà, plusieurs propositions ont été formulées sur des thèmes aussi divers que le chômage ou encore la cohésion nationale. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Au Gabon, le dialogue national s'est ouvert le 29 mars 2017 à Libreville. Plus de 850 ONG, associations et syndicats participent à la première phase dite citoyenne. Après 4 jours de travaux, de nombreuses propositions ont été faites au sein de chaque panel. De la lutte contre le chômage à la cohésion sociale, en passant par la réforme électorale, avec la proposition de redécoupage des circonscriptions politiques, sans oublier la réforme du Conseil national de la démocratie. Parmi les points focaux abordés dans ce panel, il figure la réforme du CND. Les panélistes trouvent qu'il serait judicieux, important pour tout le monde que seuls les partis politiques ayant une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale interviennent au niveau du CND. Si le dialogue national inclusif initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se tient au lendemain de la querelle post-électorale au Gabon et vise à apaiser les tensions sociopolitiques, à réformer l'état de droit tout en relançant le développement économique, il n'en demeure pas moins que Jean Ping, le candidat malheureux au dernier scrutin présidentiel, n'y participera pas. Alors un dialogue n'est pas un dialogue d'individus. C'est un dialogue entre les Gabonais. Parce que le dialogue n'est pas là pour discuter des gens. Il discute des idées qui engagent l'essor du Gabon. Donc un dialogue sans X, Y, n'est-ce pas, ne peut pas accoucher d'une résolution qui engage tout le Gabon. Donc que ce soit Jean Ping ou un autre individu, ce n'est pas d'eux qu'on discute ici. On discute du Gabon et l'intérêt de nous tous ici, c'est de parler du Gabon et non des individus. L'intérêt de la phase citoyenne de ce dialogue national réside dans la capacité à collecter une variété d'opinions sur les enjeux débattus et à les traiter pour déboucher sur des recommandations en phase avec les attentes des participants. Cette première phase, dite citoyenne, prend fin le 6 avril 2017. Les leaders politiques prendront le relais à partir du 11 avril 2017 à Libreville. Malik, on attend tous cette phase politique dans ce dialogue national. Quel est l'intérêt de cette phase citoyenne ? L'intérêt, c'est justement de stabiliser la situation. Parce qu'on a vu que lors des dernières élections, malheureusement, il y a eu des contestations de toutes parts. Il y a eu justement des heurts qui ont malheureusement causé plusieurs victimes. Et lors d'une élection qui est l'aspiration démocratique de tout un peuple, il est regrettable de voir ces débordements et de voir ces contestations. Et je pense que cette réunion est la bienvenue. Maintenant, il faudra voir ce qui va être en tiré. C'est bien d'élargir à la société civile, parce que ça permet de remonter certaines revendications, certaines interrogations autour du futur politique du pays. Je pense que c'est une démarche constructive. Maintenant, vous savez, il y a toujours un temps pour tout. Certes, il y a peut-être des propositions qui vont être faites, mais la décision, elle est politique. Et la décision, c'est le président de la République qui l'aura. Il faudra voir quelles sont les décisions qui vont être prises et si elles vont aller dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses à réformer. Il y a plusieurs institutions. On a vu que certaines institutions étaient, par exemple, il y a plusieurs membres qui siègent dans ces institutions qui sont proches, par exemple, en lien de parenté avec le président, mais aussi avec l'opposant Jean Ping. Il y a des choses qu'il faut revoir de fond en comble pour permettre justement la consolidation de la démocratie au Congo. Candide Okeke, d'après vous, l'implication de la société civile dans ce genre de dialogue national dans un pays, c'est important ?
Écoutez, moi ce que je constate surtout, c'est qu'une fois de plus, dans un pays africain, on nous sert une démocratie au rabais. On dirait que la communauté internationale habitue dangereusement les pays africains à des démocraties au rabais. C'est-à-dire qu'il y a eu des fraudes massives, au lieu qu'on constate des sanctions, il vous parlait de revoir les choses de fond en comble. C'est tout ce que je retiens. Il faudrait revoir les choses de fond en comble. C'est pas un processus qui soit digne d'aucun pays au monde, finalement. Et à chaque fois, donc, on a une mauvaise recette maintenant qu'on est en train de voir un peu partout, c'est-à-dire il y a des fraudes, au lieu qu'il y ait des sanctions, eh ben, on constate, on nous parle de dialogue, alors finalement on s'en sort pas. Donc là franchement je suis pas très optimiste. Le dialogue, c'est pas une solution. Mais le dialogue, il faut déjà poser des bons diagnostics et pour proposer des bonnes solutions. À partir du moment où il y a eu des fraudes, etc., donc le processus, qu'est-ce qu'il vaut réellement, quoi. Donc là, alors il y a des partis qui profitent peut-être de leurs appuis extérieurs au niveau de certains lobbies qui peuvent peser de manière à ce que bon, voilà, et les autres qui doivent se contenter d'un dialogue pour essayer de trouver une solution. Maintenant, attendez, quand est-ce qu'on fait respecter réellement la volonté de la population? On ne peut quand même pas continuer à voir en Afrique des choses de ce genre et cautionner ce genre de... Non, c'est quand même vraiment déplorable. Kawin Maïzo, vous êtes pessimiste également? Je suis aussi pessimiste dans ce sens qu'il y a eu des élections au Gabon, il y a un problème entre Jean-Ping et Ali Bongo. Il faut que ces deux-là se rencontrent pour résoudre ces problèmes. On n'a pas besoin des citoyens pour qu'ils se réunissent et venir proposer des choses. On suppose que ceux qui ont été élus sur la base d'un programme. Et il faut appliquer ces programmes. On n'a pas besoin des citoyens pour venir exprimer leurs besoins. Les besoins, on les dégage en amont avant les élections et on construit un programme. La société civile n'a pas sa place dans ce dialogue. La société civile aurait dû se prononcer en amont avant les élections. La seule chose que la société civile peut faire, c'est d'élire quelqu'un et que ce vote soit respecté. Et après, ceux qui ont été élus ou pas, ou ceux qui sont au pouvoir, n'ont qu'à appliquer les programmes. Ils n'ont pas besoin de la société civile. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est tourner autour du pot. Le problème, c'est Ali Bongo, Jean-Ping. Appelez ces deux-là, qu'ils soldent leurs comptes. Ça ne sert à rien. Ça paraît un peu comme une espèce de distraction. On réunit les gens, ils vont parler. C'est tourner autour du pot. Il faut résoudre le problème fondamental qui oppose Jean-Ping et Ali Bongo. Et regarder du côté de la France quel a été son rôle dans ces conflits et éviter que dans le futur qu'on puisse avoir ce genre d'interférence. Merci. Dans l'actualité également, au Niger, à l'occasion du premier anniversaire de son investiture pour un second mandat, le président Mahamadou Issoufou s'est exprimé. Il a assuré qu'il ne modifierait pas la Constitution pour briguer un troisième mandat. Il est revenu également sur son programme intitulé Renaissance. Fratana Isenga. À l'occasion du premier anniversaire de son second mandat, le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est exprimé à la télévision nationale ce 1er avril 2017 sur différents sujets, notamment sur son programme nommé Renaissance, un projet de société qui se concentre sur la modernisation sociale, politique et économique, chose qui, selon lui, ne peut aboutir sans une renaissance culturelle. La renaissance culturelle, ce n'est pas du folklore. La renaissance culturelle, c'est puiser dans les valeurs internes comme externes qui peuvent servir les trois modernisations, identifier les contre-valeurs qui peuvent freiner cette modernisation. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons besoin d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent permettre de diffuser les valeurs qui concernent notre société ou de lutter contre les contre-valeurs. Le président de la République a aussi eu l'occasion de parler de défis de son projet et de clarifier quelques zones d'ombre de son programme. Pour ceux qui pensent qu'il va être tenté de vouloir modifier la Constitution pour un troisième mandat, il a déclaré son attachement pour une alternance démocratique et sa plus grande ambition pour le futur du Niger. Selon des analystes, la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 dans la Constitution est inviolable. Je pense que cela est une évidence, parce qu'au regard de l'écriture constitutionnelle, le président de la République n'a aucune possibilité, même s'il le veut, de pouvoir modifier la Constitution en vue de briguer un troisième mandat. Les dispositions de l'article 47 alinéa 1 de la Constitution du 25 novembre 2010 sont très claires. L'article 47 dit en son premier alinéa que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le second dit en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Mahamadou Issoufou a été élu à la tête du Niger en mars 2011, puis réélu en 2016 avec 92,4% des voix pour un second mandat de 5 ans. Malik, le président nigérien promet de résister à la tentation d'un troisième mandat. Vous y croyez ?
Mais il faudrait bien, je pense que si on affirme officiellement ne pas céder à la tentation, il serait dommageable de céder à la tentation pour briguer un troisième mandat. L'alternance, la limitation des mandats permet l'alternance dans les pays africains et c'est une bonne chose. Je pense qu'il va tenir parole. Après, il faudra voir par la suite. Le temps nous le dira. Après, je pense que les Nigériens sont très attachés à cette résolution. Et donc, il serait, je dirais, inquiétant de modifier cet aspect du troisième mandat parce qu'il est vecteur d'instabilité. Parce que vous aurez toujours des contestations. Et je pense que si on veut aspirer à redevenir président, on peut très bien partir, faire 2 mandats et partir, et repartir par la suite, entre guillemets, à la conquête du pouvoir. C'est une possibilité qui est envisageable. Certains présidents l'ont fait, mais bien sûr dans des conditions qui devraient être et qui doivent être transparentes. Kawina Maïzo, il faut saluer cette déclaration du président nigérien? Il faut saluer ce genre de déclarations, mais l'expérience nous a appris à avoir très peu de confiance à la parole d'un président africain. Les cas sont légion en Afrique où des personnes ont promis, en promettant même, en disant même qu'ils donnaient leur parole d'officier, qu'ils ne brigueraient pas des troisième mandat, mais ils l'ont fait. Donc nous, on les jugera sur pièce. C'est bien de faire ce genre de déclarations, mais entre la parole et les actes, il y a un hiatus qui, généralement en Afrique, se creuse de plus en plus. Donc j'espère qu'il tiendra parole et sera un modèle. Candide Okeke, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, de ce que j'ai pu en entendre un petit peu, bizarrement, ses propres compatriotes ne sont pas forcément très convaincus. Alors nous encore, on est à l'extérieur, mais déjà, il semble qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de doutes. Donc c'est un peu le visage, malheureusement, c'est le nouveau visage de l'Afrique, un visage dont on aimerait bien se passer, c'est-à-dire que les citoyens africains ne sont même plus sûrs que le processus démocratique se joue réellement. Vraiment, je pense que c'est vraiment déplorable, mais en même temps, je pense qu'il y va vraiment de la responsabilité des peuples africains pour mettre un terme définitif à toutes ces personnalités qui ne veulent pas quitter le pouvoir une fois qu'ils sont arrivés. Mais dans des pays qui sont riches, qui ont des matières premières importantes, comme là dans le cas du pays, enfin le Niger avec l'uranium et tout ça dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a tout l'appui des pays extérieurs, des lobbies, etc., qui jouent, ce qui fait que la volonté de la population, finalement, est reléguée au second plan, alors que c'est ça qui devrait prévaloir. Donc, c'est vraiment au peuple africain de faire respecter par tous les moyens sa volonté. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Quant à M. Mamadou, écoutez, on attend de voir. Alors, oui. Alors justement, Malik, le président est également revenu sur son programme intitulé Renaissance. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme? C'est difficile de juger un programme, sachant les difficultés qu'a accumulé le Niger. Il faut partir aussi de ces difficultés initiales. C'est un pays qui souffre malheureusement de la non-redistribution de ses richesses. C'est un pays très riche, mais justement la population n'en profite pas assez. Alors, si on juge sur pièce, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté politique, elle a été affichée. Après, on en juge, on est d'accord ou pas, mais il y a eu une volonté affichée. Il y a eu ce fameux programme des 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, pour justement permettre au pays d'arriver à la sécurité alimentaire. Ça n'a jamais été fait. Réellement. C'est des thématiques qui n'ont jamais forcément été abordées, certes dans d'autres pays, mais pas forcément au Niger, qui est un pays complexe parce que nous sommes dans une région désertique et où le pastoralisme est très important. Donc c'est une forme d'agriculture qui est très spéciale et les aléas climatiques font que c'est un pays qui reste fragile. Alors, certains diront que c'est d'ailleurs le fait qu'il ne brigue pas un troisième mandat, certains diront qu'il essaye d'assainir un peu la situation démocratique de son pays. Nous verrons bien au bout de son 2e mandat. J'ai toujours dit qu'un mandat n'était pas suffisant pour asseoir un programme pour un pays, parce que les difficultés sont énormes. Et on ne peut pas juger sur pièce sur 5 ans. Alors bien évidemment, j'ai des désaccords avec ce qui a été fait au Niger. Mais attendons la fin du 2e mandat pour voir effectivement ce qui va se faire. Juste une chose, on est dans un environnement troublé et il est très difficile pour un pays comme le Niger d'avoir un développement économique incroyable du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un taux de fécondité qui est encore important et qui coûte 4 points à l'économie nigérienne. Alors il y a plein d'axes à développer. C'est un pays qui a besoin d'une reconstruction totale, certes, mais juger un homme sur 10 ans alors que les difficultés sont immenses, attendons un peu.
Merci. Nous allons marquer une courte pause dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.